L'héritage populaire dans l'essor de l'architecture arménienne chrétienne. Il est éclairant de voir à quel point l'Arménie fut un foyer de conception et de diffusion de cette forme si particulière et signifiante du temple sacré qu'est l'Église, et à quel point cette structure novatrice participe à l'histoire du peuple arménien. De même, il est saisissant de voir à quel point le christianisme fait corps avec les Arméniens, comme si la pensée et le mystère christique répondaient à des aspirations reflétant la nature la plus profonde de ce peuple. Pour ne donner qu'un exemple de ce fait, les Perses sassanides ont tenté à plusieurs reprises d'imposer le mazdéisme aux Arméniens, notamment au milieu du Ve siècle. Réunis en concile de crise en 449, les prélats arméniens et les grands seigneurs affirmèrent qu'ils resteraient fidèles au roi des rois sassanides, mais que pas plus qu'ils ne pouvaient leur enlever la couleur de leur peau, ils ne pouvaient leur ôter le christianisme du cœur. Et ceci aboutit à la bataille de Lavaraïr en 451. L'histoire antique, donc antérieure au christianisme, révèle en effet des spécificités qui peuvent éclairer les dispositions du peuple arménien à être ce terreau si favorable à l'implantation et au développement du christianisme. Soulignons ici 3 exemples marquants que l'histoire nous offre. D'abord, dès avant que l'Arménie ne soit l'Arménie que nous connaissons, le puissant roi d'Urartu Sarduri fait graver dans la pierre, vers 840 avant Jésus-Christ, une inscription de Sarduri, fils de Loupitri, roi superbe, le roi puissant, roi de la terre de Naïri, roi qui n'a pas d'égal, bon pasteur, qui ne craint pas le combat, roi qui a abaissé ceux qui ne voulaient pas se soumettre à son autorité. Ce bon pasteur, selon une expression mésopotamienne destinée à se diffuser dans tout le Moyen-Orient jusqu'à devenir une épithète de Jésus lui-même, lutta avec ardeur contre le souverain assyrien Salmanassar III, qui à l'inverse se présentait comme un animal sauvage. Ainsi, quelques années plus tôt, le roi d'Assyrie contemporain de Sarduri pouvait écrire « Je me suis rapproché de Sougoumia, la ville forte d'Aramée et l'Ourartéen. J'ai investi la capitale. J'ai entassé les têtes contre les murs de la ville. À 14 villes de leur territoire, j'ai mis le feu. » La différence de ton entre les 2 déclarations est saisissante. C'est un fait qui donne à penser. Ensuite, on constate que ce peuple est peu enclin aux conquêtes, alors qu'ils s'installent sur la scène de l'histoire et qu'ils sont nommés arméniens. Ces gens, groupés en petites entités, voire en petits États, se battent entre eux, défendent avec acharnement leurs terres et leur liberté, mais ne mènent que peu de guerres de conquête. L'exception vient sans doute du plus connu des souverains de l'Arménie antique, le roi Tigrane II, qui conquit un vaste et éphémère empire qui s'effondra avec lui, et les États qu'il transmit à son successeur furent essentiellement ceux qu'il avait reçus de son père. Enfin, un dernier point est à relever. Le travail et l'économie antiques sont, nous le savons, largement fondés sur les esclaves, dont le statut est justifié par Aristote et plusieurs philosophes de la Grèce antique, représente un bon tiers de la population d'Athènes. Or, nos sources témoignent d'un usage limité et périphérique de l'esclavage dans le royaume de Grande Arménie, où ces attestations principales sont liées à des prises de guerre. Ce qui est sensible, on le voit, avec les aspirations et l'histoire du peuple arménien, que l'on peut considérer comme véritablement prémonitoire, comme un don naturel pour cette réception, cette ouverture au christianisme, est aussi vrai de son génie de constructeur. Si les Arméniens ont eu un rapport si original et probablement unique dans l'histoire de l'architecture sacrée, des mondes chrétiens et musulmans, des époques médiévales et modernes, c'est sans doute aussi
grâce à leur savoir-faire, à leur tradition propre, c'est-à-dire à la réflexion du bâti des maisons populaires. En effet, durant des siècles se développe une architecture traditionnelle avec des techniques spécifiques, notamment des types de voûtes très originales. Voyons ce qu'il en est. Le plus ancien témoignage que l'on ait sur ces maisons date des environs de l'an 400, ou plus exactement de l'hiver 401-400 avant Jésus-Christ. Il nous vient de l'officier et philosophe grec Xénophon d'Athènes qui, participant avec ses hommes à une guerre entre deux prétendants au trône de roi des rois Achéménide, se trouve démobilisé suite à la défaite de son champion. Il tente de sauver sa vie et celle de ses hommes en fuyant par le haut plateau arménien. Dans son ouvrage, l'Anabase, Xénophon relate son passage par les hautes montagnes d'Arménie durant un rude hiver. Il s'étonne, d'une part, de la forme des habitations qu'il rencontre. Le village où on arriva était grand. Il y avait un palais pour le satrape, et la plupart des maisons étaient surmontées de tours. Les vivres y abondaient. Les dites tours que Xénophon, en officier qu'il est, croit découvrir sont en fait les voûtes typiques de ces maisons qui donnent au toit une forme élancée. Les portes latérales semblent être condamnées par la neige et la glace, et seule la tour centrale, dite tour-lanterne, semble disponible pour l'accès. Plus loin, il rapporte en ces termes la rencontre et l'accord avec le chef de village. Il répondit qu'il s'engagerait par un traité à ne faire aucun mal aux Grecs, pourvu qu'il ne brûle point de maison dans son secteur. Ce qui confirme que ces maisons traditionnelles aux hautes toitures utilisaient abondamment le bois. Xénophon décrit enfin ces maisons populaires. Les habitations étaient souterraines. Leur ouverture ressemblait à celle d'un puits, mais en bas, elles étaient larges. On avait creusé des entrées pour le bétail et les gens descendaient par une échelle. Dans ces demeures, il y avait des chèvres, des moutons, des bœufs, de la volaille et des petits de ces animaux. Ce tout premier témoignage fait donc état des caractéristiques essentielles des maisons traditionnelles arméniennes. Une base en pierre et en terre, un faîte constitué de structures élaborées et géométriques en bois, structures élancées caractérisées comme des lanternes cheminées. L'autre point qui permet de lever une partie du secret des origines de certaines formes de l'architecture arménienne populaire est la fouille du site de Benyamin dans la province du Chirac, en République d'Arménie. Ce site est un palais satrapal construit à l'époque achéménide et remanié plusieurs fois. Après sa fondation, au 5e-4e siècle avant Jésus-Christ, vers la fin de l'époque achéménide, des ajustements importants furent réalisés à l'époque hellénistique. La dernière période d'occupation s'étend du 1er siècle avant au 1er siècle après Jésus-Christ. À cette période, une grande salle d'apparat est construite dans le palais, méticuleusement fouillée par une équipe franco-arménienne. Les fouilles révèlent que cette salle était en fait couverte d'un toit en bois soutenu par une colonnade dont on a retrouvé les bases de pierre. Au centre de cette salle sont 4 pieds de colonne posés à même distance pour pouvoir former un carré. Ce carré est coiffé d'une couverture caractéristique de bois en forme de voûte, nommée Gulhadoun. Or, ayant été détruit par un incendie, ce Gulhadoun s'est effondré d'un côté, révélant précisément sa structure. Or, c'est cette même structure en voûte dont on retrouve en Arménie de très nombreux exemples beaucoup plus récents. Les lanternes cheminées ou Azarachen et les Gulhadoun constituent, on le voit, deux originalités
architecturale de voûtes sur plan carré en bois, dont Varazdat Arutunyan, un des historiens de l'architecture arménienne, souligne la familiarité avec l'architecture de pierre de l'époque postérieure. La voûte sur plan carré en pierre paraît être la transposition des voûtes sur plan carré en bois. C'est cette évolution dont on voit l'épanouissement dans les églises à partir du IVe siècle. De fait, on voit assez clairement dans ces exemples la proximité organique entre les structures architecturales pré-chrétiennes et les évolutions qui suivent et qui lui font écho durant toute l'époque chrétienne. La conception architecturale évolue, mais elle emprunte des techniques connues et parfaitement maîtrisées depuis des générations par les bâtisseurs. Après la période d'arrêt de l'art arménien, au 8e-9e siècle, du fait de l'invasion musulmane, les architectes arméniens ont retrouvé dans cet art populaire une importante source d'inspiration. En effet, dans les grands ensembles monastiques des 9e, 11e siècles, les couvertures en bois sont les prototypes des gavites et des jamadounes que l'on peut observer, par exemple, dans le monastère de Sanaïn ou dans celui d'Arpat. Les travaux de Varazdat Arutunyan et l'étude des maisons populaires arméniennes témoignent d'un lien organique inédit entre ces types de maisons, le bâti vernaculaire, et l'architecture religieuse arménienne, antique et médiévale. Ce stade de développement de l'architecture arménienne s'est poursuivi jusqu'au début du XXe siècle et constitue donc une étape essentielle du développement de l'architecture arménienne. On peut donc conclure que les formes architecturales les plus originales de l'architecture arménienne sont inspirées de savoir-faire antérieurs au christianisme, de l'architecture des maisons populaires. L'historien de l'architecture arménienne, Mourad Azratian, leur accorde avec juste raison une importance décisive.